Bon, alors, eh ben, on va parler un petit peu acide humique. C'est un sujet que vous connaissez tous, hein, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, je vais aller assez vite, mais c'est quand même un sujet qui est toujours un petit peu flou pour pas mal de gens, donc je voulais y mettre un petit peu de... juste, voilà, préciser un peu les choses. Donc, au début, c'est l'humus. L'humus, c'est la partie, alors si vous pouvez le dire, c'est la partie aboutie de la décomposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que ce soit de l'humus, il faut qu'on ne puisse pas reconnaître la matière première qui le compose, et il faut qu'on ne puisse pas décomposer plus. C'est-à-dire que c'est de l'humus, une fois que c'est complètement décomposé, il n'y a plus de décomposition possible derrière. Et la matière est complètement transformée. Et l'humus en question représente qu'une fraction assez faible de la matière première que vous l'avez mis. Vous avez tous fait du compost ou plus ou moins, vous avez bien vu qu'à la fin il ne vous reste pas grand chose. Hein. Quand vous mettez du légume, à la fin il reste ça. Bon, bah, l'humus c'est ça. Donc l'humus c'est la partie aboutie de la décomposition. Et donc cet humus se compose de deux parties. Il se compose d'une partie insoluble qui s'appelle l'humine, et une partie soluble, c'est les acides humiques, c'est les fameux acides humiques. Donc en fait, bon, la définition des acides humiques, c'est très simple, c'est la partie soluble de l'humus. C'est aussi bête que ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les acides humiques, c'est les acides humiques. Donc c'est une très large famille de molécules. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. En fait, ils sont caractérisés plus par leurs actions que par réellement ce qu'ils sont. Je vais vous montrer des molécules. Voilà. Voilà une molécule type d'acide humique. On ne va pas rentrer dans les détails, d'autant plus qu'on n'y voit pas non plus grand-chose. En gros, une molécule d'acide humique se compose d'anneaux de benzène. Vous voyez, c'est toutes les petites choses en nid d'abeille, là. Ça, c'est des anneaux de benzène. Et puis au milieu, il y a quelques chaînes carbonées droites. Voilà. Ça va être à peu près la composition de tous les acides humiques. Mais après ça, c'est à peu près leur seul point commun. Et leur seul point commun, c'est aussi la manière dont ils travaillent, les actions qu'ils peuvent avoir. Regardez sur cette image, ouais, j'espère que vous la voyez. À gauche et à droite, ce sont deux molécules entières, complètes. C'est toutes les deux des molécules d'acide humique. Et si vous les regardez, vous allez voir qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles ne se ressemblent pas du tout. C'était pour essayer de vous expliquer à quel point c'est une variété très large de composés. C'est pour ça aussi que d'abord en France et dans d'autres pays, c'est très difficile d'avoir une vraie analyse parce que personne n'est d'accord sur la manière de les analyser. Et c'est pour ça aussi que le taux d'acide humique dans un produit ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire que les acides humiques ne sont pas tous égaux et de loin, il y en a qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Et moi j'ai vu des acides humiques à 40% qui ne donnaient pas grand-chose. Moi je vendais un truc à 4% qui était bien meilleur. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point on en a testé, nous, des dizaines et des dizaines avant d'en mettre un dans notre gamme. Alors, d'où ça vient cet acide humique? N'importe quel produit carboné, n'importe quel produit organique, quand il se décompose, contient de l'acide humique. Le charbon contient de l'acide humique, il y a une variété de charbon, la lignite, qui en contient beaucoup. N'importe quel sol contient de l'acide humique. En fait, le substrat de choix pour l'extraire, c'est la léonardite. La léonardite, on peut penser à la léonardite comme un charbon qui n'a pas complété son cycle. C'est-à-dire que le processus de carbonisation a commencé, mais c'est ni assez profond, ni assez chaud, ni assez de pression pour faire complètement du charbon. Donc on obtient un truc un petit peu hybride, ça s'appelle de la lignite, et cette lignite est le substrat favori de tout le monde. Aujourd'hui, à peu près toute la lignite, tous les acides humiques qu'on utilise sont extraits de léonardite. Avec le défaut, par contre, que toutes ces solutions, c'est un défaut, mais c'est comme ça, on les extrait toujours avec une base très forte, en général de l'hydroxyde de potassium. Ça marche avec n'importe quelle base forte, hein, mais on préfère l'hydroxyde de potassium que l'hydroxyde de sodium, par exemple. Vous n'allez pas mettre du sel dans vos cultures. Donc voilà, malheureusement ou pas, tous les produits à base d'acide humique seront riches en potassium. Bon, potassium, c'est une nourriture pour la plante, hein, donc c'est pas non plus une catastrophe. Voilà un peu à peu près à quoi ça ressemble une... Bref, bon.
vous pouvez deviner vaguement un gisement de lignite. Ils ont la caractéristique d'être des couches assez minces et d'être en surface. Encore une fois, si ça avait été plus profond, ça serait devenu du charbon. Il y a une nouvelle source qui existe depuis quelques années maintenant, qui est extrait de bois tendre. Et c'est souvent des déchets de peuplier. Il y en a en France, il y a une entreprise en France qui s'appelle Bois Balor qui fait ça. Il y en a en Tchéquie, il y en a dans pas mal de pays d'Europe. C'est une nouvelle source, c'est pas mal, moi j'aime bien. Théoriquement, ils n'ont pas le droit à l'appellation acide humique. Donc nous, on les appelle des lignohumettes. Je ne sais pas si le nom existe, je m'en fous, mais je trouve que c'est bien. Lignohumettes, ça leur va bien, tu vois, ça dit bien ce que ça veut dire. Et en fait, ce sont des molécules qui vont avoir exactement la même action que les acides humiques. Ce sont des acides humiques. Simplement, à cause de leur extraction, ils n'ont pas le droit du nom d'acide humique. Donc moi, encore une fois, on va garder et populariser lignohumette. Moi, je trouve que ça arrache comme nom. Ensuite, alors donc ces humiques, alors à chaque fois, là il est au singulier, c'est une erreur. À chaque fois quand on dit humique, les acides humiques, c'est toujours au pluriel, vous allez voir pourquoi après. Et donc ces acides humiques forment des sels qui s'appellent des humates. Et là je vous ai montré, si on les voit à peu près, deux molécules pour vous montrer un peu comment ces acides peuvent choper des sels minéraux. On y revient après parce que c'est une des fonctions super importantes de l'acide humique. Donc là, jusqu'à maintenant, on est en train de parler des humiques d'une manière générale. Donc ces acides humiques ont trois fractions. En fonction de leur poids. Vous avez vu tout à l'heure les molécules, il y en a qui sont super grosses, il y en a qui sont beaucoup plus petites. Et la taille, ça va de 1 à 20 maximum, mais 1 à 20 couramment, 1 à 10. Et donc il y a trois fractions. Il y a l'acide humique, et alors là, cette fois, c'est au singulier. C'est pour ça que c'est un peu chiant, parce que les acides humiques, c'est les trois fractions réunies, tandis que l'acide humique, c'est vraiment la fraction la plus forte des trois. Et c'est là où les gens font souvent beaucoup de confusion et ils ont du mal à figer parce que c'est mal fichu, quoi. C'est les acides humiques, mais la fraction la plus lourde, c'est l'humique, le humique, ok? La fraction moyenne s'appelle ulmique, et cette fraction moyenne n'a strictement aucun intérêt et ne sert à rien sur les plantes. Alors, j'ai essayé de rechercher un petit peu là-dessus, il n'y a aucune information sur l'ulmique. Ça n'intéresse absolument personne et ça sert à rien. Voilà. Et les fractions la plus basse, eh ben, c'est l'acide fulvique. La plus basse, attention, en poids, pas forcément la moins intéressante et de loin. Hein. Voilà. Donc évidemment, ils vont avoir des effets un petit peu différents en fonction de leur taille. Donc on ne va pas utiliser, en tout cas moi je n'utilise pas ces choses-là de la même manière, quelle que soit leur taille et leur fonction. J'essaie de classer un petit peu les fonctions. En gros, pour revenir sur les tailles, vous voyez, la fraction la plus lourde, elle fait 10 000 à 20 000 grammes par mol. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est que des grammes par mol, mais je peux vous dire, c'est lourd. Ok? C'est lourd. Ça fait beaucoup. C'est des grosses molécules. Beau Dieu de molécules. Voilà. Ça, c'est l'acide humique. Il est noir, il est brun très foncé, il est un peu poudreux, ou parfois il est même comme un sirop très épais, parfois il n'est pas complètement, c'est une pâte, voilà. Ça c'est l'humique au singulier, la fraction la plus grosse des acides humiques. Ensuite, vous avez les ulmiques, ou appelés aussi humatomènes, qui est un nom que absolument personne ne connaît. Moi non plus, je ne le connaissais pas, je l'ai trouvé sur Internet, tout le monde s'en fout. Donc voilà, les ulmiques n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Rien. Les ulmiques, on s'en fout. D'ailleurs, tu vois ma slide. D'ailleurs, j'ai recherché un petit peu des infos là-dessus. Il n'y a rien. J'ai pioché dans des revues scientifiques partout, il n'y a rien sur les ulmiques. Tout le monde s'en fout. Et ensuite, mes petits favoris, je dois le dire, les fulviques. Alors les fulviques, eux, c'est vraiment la fraction la plus basse de la famille. Hein. Ils ont de 2000 à 8000 grammes mol. C'est par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, 20 000 milligrammes mol, pardon. C'est l'autre bout de la chaîne, hein, c'est complètement l'autre bout de la chaîne.
Donc du coup, évidemment, ils vont avoir des propriétés un petit peu différentes. Alors, eux, ils sont en général, ils sont un petit peu plus hauts. C'est bien qu'on n'y voit rien, parce qu'ils sont un peu trop rouges là. Normalement, ils sont un petit peu plus jaunes que ça. C'est une poudre jaune beaucoup plus claire que l'humique et de très très loin. Quand on le met en solution, c'est soit un joli jaune pipi, soit légèrement, vaguement brun quand il reste un petit peu d'humique dedans. Et moi, j'aime bien laisser un petit peu d'humique dedans. Ça évite de mettre trop d'acide. Ensuite, alors on va regarder un petit peu ce qu'ils font ces acides. On a classé ça par des actions différentes. Donc l'action physique. Et là, l'action physique, moi je dirais que ça concerne plus la fraction lourde, les humiques. Hein. Donc, vous le savez, vous l'avez déjà vu, Thomas le démontre souvent, un sol riche en humus, c'est un sol qui est souple, qui est léger, qui est aéré. C'est un paradis pour les racines. Ça conserve l'eau, c'est pénétré facilement par les racines des plantes, c'est un sol nourricier, c'est une source de nourriture énorme pour les plantes. Donc si vous voulez, l'action de l'humus dans le sol, c'est vraiment une action à plein de niveaux. Et ça, ce ne sont que les aspects physiques. On va voir après les autres aspects. Mais déjà sur l'aspect physique, c'est quelque chose qui permet, c'est ça qui vous donne un sol riche. Hein, et c'est ça qui, dans votre humus, va être la partie, les acides humiques vont être la partie qui va être active. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux utiliser ces acides humiques, la grosse fraction, l'humique, à mettre en sol, parce que c'est quelque chose qui va être plus bénéfique dans le sol. J'ai des doutes sur le fait qu'ils peuvent être incorporés tels quels par les plantes, parce que c'est vraiment des très grosses molécules. Donc je pense qu'il vaut mieux garder leur action à des actions sur le sol et utiliser des fractions plus légères pour des fractions sur la plante. En gros, pour vraiment simplifier, l'acide humique, le humique, est à mon avis plus actif sur le sol, bien qu'il ait une action sur les plantes, et l'acide fulvique est plus utile sur la plante, bien qu'il ait des actions sur le sol. Là, ils sont super complémentaires tous les deux, mais on va dire, et c'est vraiment schématique, mais on va dire humique, sol, fulvique, plante, en gros. Mais c'est pas que ça, hein, je schématise. Alors l'action chimique, son action la plus intéressante, c'est l'action chélatante. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les sels. Vous savez certainement tous ce que c'est qu'un chélate parce qu'on l'utilise tous dans nos solutions. Hein. Un chélate, c'est une molécule, c'est une grosse molécule. Ça, c'est des petits chélates, je crois que c'est des EDTA, mais il y en a qui sont encore beaucoup plus grosses que ça. C'est des très grosses molécules fabriquées par l'homme et bizarrement, ils sont autorisés en agriculture biologique parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc nos régulateurs d'agriculture bio qui sont tellement chiants, bah, ils ont quand même réussi à accepter la molécule la plus grosse fabriquée par l'homme en agriculture biologique. C'est un petit peu un paradoxe qui m'amuse toujours bien. Voilà. Donc l'effet d'un chélate, c'est tout bêtement de séquestrer. Sans chélate, quand vous mettez quelque chose dans le sol, eh ben, il va être lessivé par l'eau tout de suite. Donc l'effet chélatant, c'est ce que vous voyez exactement, c'est comme une pince chélate, ça veut dire pince en grec. Et l'effet chélatant, c'est l'effet de garder les matières actives, les ions dissous, les métaux, les ions métalliques, parce qu'on n'y pense jamais, mais nous on parle toujours de sels minéraux, mais la plupart des nourritures de plantes sont des métaux en fait. Ce sont des sels minéraux, mais la plupart sont des métaux. Le cuivre, le fer, le zinc et bien d'autres sont des métaux. Hein, donc le chélate va faire ça. D'ailleurs, si vous pouvez voir la molécule, vous voyez, ça paraît presque évident, l'endroit où la molécule, où l'ion métallique va se faire piéger. Le mécanisme, alors on ne va pas détailler le mécanisme des chélates, quand est-ce qu'ils prennent, quand est-ce qu'ils relâchent, mais en gros, il y a deux facteurs, et un des facteurs c'est le pH, et le deuxième facteur c'est la concentration de l'élément dans le milieu. Bon, on reste au ras des pâquerettes, mais voilà, grosso modo ça marche comme ça. On pourrait détailler, c'est un sujet entier, je ferai un sujet sur les chélates. Oui, donc du coup, en même temps, dans les actions chimiques, il y a une augmentation de la perméabilité cellulaire. Donc ça améliore
ça améliore la pénétration des ions, donc ça améliore en fait, ça facilite à la plante de se nourrir. Et de plus, la fraction la plus petite, c'est-à-dire les fulviques, peuvent s'utiliser aussi en foliaire. Donc ils ont aussi une action directement en foliaire. Encore une fois, je ne pense pas que les humiques, la partie la plus épaisse, puissent faire ça, mais en tout cas avec des fulviques, on a de très bons résultats aussi en foliaire. Ils ont une action biologique. Ils stimulent la germination. Moi, je fais toujours tremper mes graines, mais pas forcément des graines faciles comme les graines de chanvre qui démarrent comme du chien-dent, mais dès que vous êtes un peu sur des graines un peu difficiles, c'est super intéressant de les traiter d'abord dans de l'acide fulvique, de les baigner, de les tremper pendant un jour, 24 heures, 48 heures. Il ne faut pas faire un excès, mais il vaut mieux aussi le diluer un petit peu, mais être d'un genre 5 millilitres litre ou 6 millilitres litre, et vous les trempez pendant 48 heures. Vous allez voir que votre taux de germination va vraiment augmenter. Et c'est intéressant parce que une plante, vraiment, ça fait partie des choses tellement basiques, mais c'est bon de les répéter tout le temps. La vie de la plante, ça commence le premier jour, c'est comme la vie d'un môme. C'est-à-dire que si vous réussissez bien les premiers temps, si vous réussissez bien la germination, si vous réussissez bien la partie végétative de votre culture, derrière c'est rien, la floraison, vous pouvez aller à la pêche, hein, c'est fini. Vous avez fini votre boulot. Le boulot, c'est au début de la culture. Hein, jusqu'à ce que vos plantes soient belles, établies. Et ce jour-là, laissez-les, ça y est, c'est gagné. C'est comme les mômes. Il y a un jour, on les lâche. Donc, il stimule la croissance dans les zones racinaires. Et là, vraiment, vraiment, pour moi, à titre personnel, c'est ma grosse utilisation d'acide fulvique. C'est vraiment quand je bouture ou quand je démarre des plantes. Et un des gros avantages, alors je ne sais pas, vous le voyez sûrement pas sur la photo, mais il favorise les petits poils absorbants qui sont sur les côtés des racines. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une racine utile et une racine moins utile. Et donc tous ces petits poils, là, l'acide fulvique va faire qu'ils vont se surmultiplier. C'est dommage que vous ne voyez pas cette photo. Bon, ça ressemble un peu à de la neige. Bah, tout ça, c'est des petits poils. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font encore comme action biologique? Oui, ils accélèrent les divisions de cellules. Ça veut dire que entre une meilleure absorption, une meilleure division de cellules, une meilleure translocation dans la membrane racinaire, à la fin, vous allez avoir vraiment une conjonction d'effets qui vont faire vraiment une sacrée différence, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc on a choisi un fulvique au milieu de dizaines qu'on a testé. On a changé pendant très longtemps. On avait trouvé un fulvique qui nous venait des États-Unis et on l'importait parce qu'on n'avait pas trouvé mieux. Aujourd'hui, on a trouvé une source européenne, donc on a aujourd'hui un fulvique européen, mais on peut changer encore demain parce que pratiquement tout le temps, presque tout le temps, on va dire, on est toujours à la recherche de sources nouvelles et si jamais on trouve quelque chose de mieux, ben on le changera. Et pour le moment, on est très content de ce qu'on a, mais je pense qu'on est à peu près les seuls dans cette industrie à avoir un regard critique sur nos produits et à essayer constamment de les améliorer aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un truc est sur le marché qu'il est fini. Un truc est sur le marché, ça veut dire que bah, maintenant il marche, mais maintenant il y a peut-être moyen encore de l'améliorer. Donc voilà, ça c'est notre fulvique d'aujourd'hui, moi j'en suis très content. Et notre humique, en fait, c'est un lignohumètre. Parce que justement, on avait trouvé que ces lignohumètres, c'est intéressant, c'est une source différente. Ça a les mêmes actions, mais c'est bien de se sortir un petit peu, enfin d'innover un petit peu et d'avoir des choses un tout petit peu différentes. Donc notre humique est un lignohumètre avec 7% de potassium. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Donc moi, je le conseille plutôt en terre parce que du potassium, il y en a toujours besoin. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je avais à vous dire là-dessus. Si quelqu'un a des questions là-dessus? Pas de questions? Pas de questions? Tout c'est clair pour tout le monde?
Eh ben, on va passer à autre chose. Merci à vous.